Le mégalodon est le plus grand requin ayant jamais vécu. Ce n'est pas tout, c'est aussi l'un des plus grands poissons et le plus grand prédateur de l'histoire de notre planète. Il était plus de 3 fois plus grand que le plus grand requin blanc connu. On a également découvert que les femelles faisaient environ 2 fois la taille des mâles. Le mégalodon aurait pu avaler une petite voiture sans même qu'elle ne touche ses dents. Si les voitures avaient existé à l'époque, bien sûr. En fait, le meg était si grand et si puissant qu'il n'avait aucun prédateur naturel. Il était le roi incontesté des mers, nageant librement d'un océan à l'autre. Cette créature nomade a été retrouvée dans le monde entier, de l'Amérique à l'Europe, en passant par l'Australie et le Japon. Des fossiles ont été trouvés sur tous les continents, sauf en Antarctique. Les scientifiques nous disent que le mégalodon s'est éteint il y a plus de 3,6 millions d'années. Mais pourrait-il être encore en vie dans les abysses ? Le nom redoutable de mégalodon vient de 2 mots grecs. Méga, qui signifie grand, et odon, qui se traduit par dent. Combiné, il signifie donc grande dent. Et cet animal porte certainement bien son nom. Une seule de ses dents fait la taille d'une tête humaine. Et il en avait 276 au total, répartis sur 5 immenses rangées terrifiantes. Dans toute l'histoire, seuls quelques félins à dents de sabre ainsi que le T-Rex ont pu avoir des dents plus grandes que ça. Un combat entre ces animaux devrait sans aucun doute valoir le spectacle. Le mégalodon, disparu il y a des millions d'années, n'a laissé derrière lui que ces énormes dents dont les archéologues modernes ont retrouvé de rares exemplaires. Sachant que moins de 5% de l'océan a été exploré, qui sait ce qui se cache tout au fond ? Si tu parvenais à descendre, il est cependant peu probable que tu tombes sur un meg. Les requins, comme nous, préfèrent les eaux côtières tempérées. La vie dans les profondeurs de l'océan serait trop froide pour ces animaux, et la nourriture rare. Leur corps aurait aussi dû évoluer pour résister à l'immense pression de l'eau. Il est donc peu probable qu'ils soient encore là. Mais rien n'est impossible. Maintenant, parlons un peu de l'apparence du mégalodon. D'après les scientifiques, il ne ressemblait pas à un requin blanc. Le mégalodon appartient à une famille de poissons différentes et ressemblait plus probablement à une sorte de gigantesque requin-taureau. Pourvu d'un museau aplati et de petits yeux, sa nageoire dorsale placée vers l'arrière de son corps. Le requin-taureau possède 2 nageoires dorsales de même taille. Il est généralement de couleur brun clair avec un ventre blanc. Il est possible que le mégalodon ait eu des taches brun-rouge, tout comme le requin-taureau, sur toute la surface de son corps. Dès les premières découvertes de fossiles, nous avons eu l'habitude de considérer le mégalodon comme l'un des animaux les plus effrayants ayant jamais existé. C'était à l'époque de la Renaissance. Des gens avaient trouvé des dents dans les rochers. Au début, ils ont pensé que ces dents étaient des langues de dragon ou de serpent. Et voici le premier dessin de ce à quoi ressemblait soi-disant le propriétaire de ces dents. Un museau massif avec un nez effrayant et tout un tas de dents aiguisées comme des couteaux. On décrit généralement le mégalodon comme une sorte de requin blanc géant. Mais il ne s'agit là que d'une légende. En fait, l'ancêtre du grand requin blanc d'aujourd'hui a vécu à la même époque que le meg. Mais ils n'étaient certainement pas très copains, voire même plutôt en compétition l'un avec l'autre. Le grand requin blanc était meilleur à la chasse, car plus petit et donc plus agile. Il pouvait rapidement voler ses proies au meg. On sait également qu'il dévorait les petits de notre mégalodon. Il ne faisait que la moitié de sa taille. Cela a sans doute été l'une des causes de son extinction. Nous avons aussi des preuves que les mégalodons étaient des chasseurs brutaux, rois de la chaîne alimentaire. Leur technique de combat favorite était le bélier. Le mégalodon nageait plutôt lentement, mais il était incroyablement massif. Malgré cette lenteur, son coup de bélier avait une puissance énorme. Prenant sa proie par surprise, il n'avait en général qu'une seule chance de la toucher. S'il la manquait, il lui fallait trop de temps pour tenter un deuxième round. Question mobilité, le mégalodon était comparable à un très gros camion. Si le grand requin blanc n'était pas de taille à affronter un meg adulte en face à face, il n'avait pas peur de lui voler sa nourriture. Il ne restait plus que les gros poissons et les baleines pour le meg. Mais ces réserves ont commencé à s'épuiser lorsque les baleines ont migré vers des mers plus froides. Les baleines se sont adaptées à vivre à des températures plus basses, laissant notre ami le meg pratiquement sans ressources. Les mégalodons sont donc soit morts de faim, soit ils se sont éteints à l'ère glaciaire. Comme nous l'avons évoqué, le mégalodon ressemblait davantage à un requin-taureau ou bulldog qu'à un grand requin blanc. Il possédait une mâchoire inférieure plate et d'énormes nageoires pectorales afin de soutenir son poids et son imposante taille. Aussi effrayants qu'ils puissent paraître, ces requins étaient en fait très attentionnés envers leurs petits. On a découvert en Floride, dans le Maryland et au Panama plusieurs zones où les mégalodons s'occupaient des plus jeunes de leur famille. Ils donnaient naissance à leurs petits dans des eaux peu profondes. Nous le savons car nous avons découvert un tas de petites dents de mégalodons dans ces endroits. Mais comment se fait-il qu'on trouve encore autant de dents de mégalodons ?
En fait, en raison de leurs habitudes alimentaires désordonnées et agressives, les requins perdent régulièrement leurs dents. Ils perdent leurs dents 2 à 4 fois par mois. Cela fait 40 000 dents au total dans une vie. Ils doivent accumuler des fortunes auprès de la petite souris. Leurs dents pleuvent continuellement dans le plancher océanique. Par chance, elles sont aussi la partie la plus dure du squelette d'un requin. C'est pourquoi tant de dents sont arrivées jusqu'à nous sous la forme de fossiles. Les premières découvertes de dents de mégalodons ont semé une grande confusion. On a d'abord pensé que ces dents étaient les langues calcifiées d'anciennes créatures serpentines. On les appelait même des pierres-langues. On a également cru que le mégalodon avait existé en même temps que le dinosaure. Ce qui aurait été plutôt cool. Les dinosaures se sont éteints il y a environ 66 millions d'années. Mais les mégalodons sont arrivés bien plus tard. Le vieux fossile du Meg n'a qu'environ 23 millions d'années. Même s'il est difficile d'avoir une date vraiment précise. Après tout, les calendriers n'avaient pas encore été inventés. Cette espèce s'est éteinte bien avant que les premiers hommes n'entament leur évolution. Les premiers Homo sapiens, ainsi qu'on désigne les premiers humains, ont commencé à apparaître il y a environ 2,5 millions d'années. Et si le mégalodon ne s'était pas éteint, les populations de baleines ont considérablement diminué à l'époque où il semait la terreur dans les mers. Ils ne disposeraient donc pas de cette ressource en quantité. Les baleines sont également plus intelligentes. Ayant appris au fil du temps de nouvelles manières de se défendre, elles sont ainsi devenues plus difficiles à attraper. On estime que les mégalodons mangeaient environ 12 tonnes de nourriture par jour. Le kraken est un calmar colossal, un monstre marin légendaire. Le plus gros calmar que tu pourrais jamais imaginer. Si ce monstre avait existé, le monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Le kraken possède de puissants tentacules, des muscles robustes dotés de ventouses auxquelles il est impossible d'échapper. Le kraken peut briser un navire en deux, ou simplement le tirer vers les profondeurs. Mais le pire au sujet du kraken, c'est sa taille. Selon de vieilles histoires de marins, sa taille équivaudrait à une dizaine de terrains de football. Mais serait-il habile avec un ballon ? D'après les légendes, ce monstre était si gigantesque que les marins, en le voyant, le prenaient d'abord pour une île. Dans les siècles passés, il aurait été impossible de vaincre une telle bête. Et si le kraken avait bel et bien existé, il aurait pu avoir une progéniture. Oui, dans tous les océans du monde, il y aurait aujourd'hui d'énormes monstres capables de détruire n'importe quel navire. Il serait peu probable que le kraken possède des concurrents. Sa population connaîtrait donc une forte croissance. Étant donné la taille du kraken, il lui faudrait des quantités considérables de nourriture, et les populations des autres grands animaux marins diminueraient sensiblement. Les baleines bleues, les grands requins blancs et autres calmars géants, toutes les grandes créatures marines seraient en danger. Le kraken appartient au genre des céphalopodes. Cette espèce comprend les calmars et les pieuvres, certaines des créatures les plus intelligentes de la planète. Dans les légendes, le kraken est un chasseur habile qui ne se battait jamais à découvert. Ces calamars colossaux auraient vécu dans les eaux profondes et ils auraient été dotés de globes oculaires monstrueusement grands. On comparait son œil à une assiette géante. Grâce à ses yeux démesurés, il pouvait voir leur proie de très loin. Et un kraken pourrait donc repérer un navire bien avant que ses passagers commencent même à s'inquiéter. Quoi qu'il arrive, il avait toujours l'avantage. Voilà qui est plutôt effrayant. En 1857, un bec de calmar a été découvert sur la côte du Danemark. D'autres restes de calamars géants ont été retrouvés aux Bahamas, et les scientifiques se sont alors convaincus de l'existence de ces monstres. Bien que nous ayons depuis officiellement découvert l'existence de calmars proprement gigantesques, nous ne savons toujours pas quelle est la taille maximale qu'ils peuvent atteindre. Le fait est que les calmars géants sont l'une des créatures les plus insaisissables qui soient. Ils vivent dans les fonds marins où il est difficile pour les scientifiques de se rendre. Plonger à de telles profondeurs nécessite un équipement puissant et encombrant. Les bathyscaphes et les caméras sous-marines font beaucoup de bruit et doivent être éclairés. Les calmars les remarquent très vite. Ils s'enfuient avant que nous puissions même les apercevoir. Il est difficile de savoir si ces énormes calmars faisaient bien la taille d'une petite île, car en vérité, nous avons étudié moins de 5% des océans. Il se peut que dans les profondeurs, des monstres bien plus terribles que le kraken sévissent. Le sagre elfe. Voilà un nom qui semble directement tiré de l'Heroic Fantasy, mais il s'agit en fait du plus petit requin au monde. Il ne mesure pas plus qu'une paume de main, mais il peut briller dans le noir. La pieuvre à anneaux bleus.
Il s'agit sans doute de la plus belle pieuvre du monde. Mais attention, les couleurs vives chez les animaux indiquent généralement qu'ils sont venimeux. Bien que cette petite créature soit de la taille d'une télécommande, l'antidote à son venin n'a d'ailleurs pas encore été trouvé. Neoclinus blanchardi. Bien que ce poisson ne fasse que 30 cm de long, il peut avaler des proies bien plus grosses. Sa mâchoire peut s'ouvrir comme celle d'un dinosaure. Neoclinus blanchardi est connu pour avoir tenté d'avaler une pieuvre entière. C'est ce qu'on appelle avoir un gros appétit. La rascasse volante. Cette beauté a aussi un appétit vorace. Elle peut manger des poissons faisant près des 2/3 de la taille de son propre corps. Et elle cache des aiguilles sur ses nageoires qui contiennent un puissant venin. Le poisson chirurgien rayé. Il a des pointes tranchantes comme des scalpels sur ses nageoires. Pas pour faire de la chirurgie, mais pour chasser. Et contrairement à ceux d'un médecin, ces scalpels sont enduits de venin. Le dragon abyssal. C'est le seul poisson qui puisse produire de la lumière infrarouge grâce à la chlorophylle présente dans ses yeux. Il vit à une profondeur de 2000 mètres. Or, tu ne peux atteindre cette profondeur que dans un sous-marin spécial. Le poisson-pierre. Ce génie du camouflage se couche généralement sur le fond et se fait passer pour un rocher. Les gens peuvent marcher dessus et les aiguilles acérées présentes sur son dos peuvent facilement transpercer la semelle rigide d'une botte. Le poisson vipère. Ce poisson de la taille de ton avant-bras a les plus grandes dents du monde par rapport à sa tête. Mais il est peu probable que tu le rencontres car il vit à une profondeur de 4000 mètres. La lamproie. Ce sont des parasites qui se collent à d'autres créatures et vivent à leurs dépens. Mais ces créatures sont 10 fois plus grosses que la sangsue de rivière standard. Le méga piranha. Le poisson le plus agressif du monde de la taille d'un Doberman. Un banc de ces créatures peut faire disparaître une vache entière en quelques minutes seulement. Heureusement pour nous et nos amis les vaches, ils ont cessé d'exister il y a 8 millions d'années. Ouf! Colossoma macroponum. Il s'agit d'un gros poisson plutôt ordinaire, jusqu'à ce qu'il ouvre sa bouche. Il a des dents semblables à celles des humains, et il paraît que les plus riches de ces poissons avaient même un râtelier en or. Comment ça, j'exagère? Le tétravampire. C'est le poisson d'eau douce le plus dangereux qui soit. Il peut avaler des proies qui font la moitié de sa taille. Même les piranhas craignent ce monstre. La baudroie. Elle a une canne à pêche sur la tête avec un appât qui attire les petits poissons directement dans la bouche de ce redoutable chasseur. L'anguille bécasse. Elle est longue et souple grâce aux 750 vertèbres de son dos. En comparaison, nous n'en avons que 33 ou 34. Le barracuda. Sa mâchoire est semblable à celle d'un grand requin blanc, mais sa marque de fabrique est la vitesse. Il battrait n'importe quel nageur olympique avec une vitesse de 46 km/h. Le poisson-lune. C'est un poisson de la taille d'une personne adulte, et c'est le poisson osseux le plus lourd du monde. Bien que pacifiques, Dieu merci, ils endommagent parfois le fond des petits bateaux de pêche. Le requin lézard. Sa taille lui permettrait d'exceller au basket. Il chasse en adoptant la stratégie d'un serpent. Le requin plie son corps, puis s'élance vers l'avant. Et il a 300 dents. L'anguille électrique. Sa caractéristique principale, ce sont ses organes électriques qui peuvent émettre 4 fois plus de courant qu'une prise normale. Le choc de l'anguille électrique peut facilement étourdir un grand cheval. La méduse boîte. Elle ne se contente pas de dériver dans les vagues près du rivage, comme les méduses ordinaires. Non, ces créatures sont très rapides et peuvent même rattraper une personne dans l'eau. Et leur piqûre est très dangereuse. Elles ne cherchent pas spécialement les ennuis, mais elles sont toujours prêtes à se défendre. Le requin lutin. Son museau se termine par une longue excroissance en forme de lame, et sa mâchoire peut s'étendre jusqu'à l'extrémité du museau. C'est l'un des requins les plus terrifiants au monde, malgré sa jolie couleur rose. Le crocodile de mer. C'est le crocodile le plus irritable de la planète, et l'un des plus grands avec ses 6 mètres de longueur. Ils n'ont pas peur des humains et ne nous considèrent que comme un éventuel apéritif. Le grand requin blanc. L'habitant le plus notoire des océans. Un jour, un grand requin blanc a percé le fond d'un yacht de touristes. Le bateau a coulé, mais heureusement, personne n'a été blessé, ni mangé. Le requin du Groenland. Ce sont les créatures à la plus longue espérance de vie du monde marin. Ils ont un métabolisme très lent et peuvent vivre jusqu'à 300 ans. À titre de comparaison, le plus vieil être humain est mort à 122 ans. Le régalec.
Ce poisson est aussi long qu'un anaconda géant et il détient le titre de plus grand poisson osseux du monde. La raie manta géante. Cette créature peut avoir l'air de sourire, mais elle se précipitera sur toi sans hésiter. Elle peut atteindre jusqu'à 5 mètres de diamètre et possède un dard affûté contenant une puissante neurotoxine. L'orque. Elles peuvent nager à la vitesse d'une voiture et sont aussi grandes qu'un monospace familial. Et ce sont les seules chasseresses des mers qui puissent sauter et attraper leur proie sur la terre ferme. Dincleostéus. Cette créature avait la taille d'une limousine. Bien qu'il n'ait pas eu de dents, il avait des plaques osseuses qui lui conféraient l'une des morsures les plus puissantes de toutes les créatures marines. Camérocéras. C'est une ancienne palourde d'une taille incroyable, mais 90% de son corps entier était une coquille conique. Elle était lourde, ce qui l'empêchait de se déplacer rapidement. Alors la plupart du temps, Camérocéras restait immobile au fond de l'océan en attendant que de petits poissons daignent y passer. Chronosaurus. Il était semblable à un crocodile, mais plusieurs fois plus grand. Les restes de l'un d'entre eux contenaient des os de dinosaures, ce qui signifie que le Chronosaurus chassait non seulement dans la mer, mais aussi bien sur terre. Hélicoprion. C'est l'une des rares espèces à avoir survécu à l'extinction du Trias. Il y est parvenu grâce à sa grande intelligence et à un puissant outil de combat, une mâchoire en forme de scie circulaire au niveau de son nez. Elasmosaurus. Son apparence le fait ressembler à une girafe, mais il est 2 fois plus grand, et c'était un grand voyageur. Il avalait de petites pierres pour broyer sa nourriture. 300 roches du monde entier ont été trouvées dans les restes de l'un d'entre eux. Le calmar colossal. Il pèse autant que 2 ours polaires et est 5 fois plus grand qu'un homme. Ils sont extrêmement rares, mais existent encore dans les eaux froides et profondes de notre planète. La baleine à bosse. Comme les baleines ordinaires, elles se nourrissent de plancton et de petits poissons, utilisant leur bouche comme un énorme filet. Elles utilisent leur queue géante pour assommer les grands bancs de poissons. Mosasaurus. Aussi grand qu'une rame de métro, c'était le véritable roi des mers il y a 66 millions d'années. Sa mâchoire et son crâne ressemblaient à ceux des serpents et il pouvait avaler ses proies en entier. Aujourd'hui, on peut encore trouver ses lointains cousins, les varans. Le Léviathan de Melville. Cette créature avait les plus grandes dents jamais connues. Elles étaient aussi grandes que la moitié de ta main, et il ressemblait à un croisement entre une orque et un cachalot. Lidzictis. Ils étaient plus grands qu'un bus scolaire, mais ce n'étaient pas des chasseurs. Leur grande taille les empêchait d'être rapides, alors ils se nourrissaient surtout de plancton. Le mégalodon. La plus célèbre des anciennes créatures marines. Il était plus lourd qu'un tank ou même qu'une petite maison. Certaines personnes pensent qu'il vit encore dans les eaux profondes de l'océan. Basilosaurus. Ancêtres géants des baleines modernes, ils avaient de grands membres inférieurs. C'est peut-être parce qu'ils étaient auparavant des créatures terrestres, mais au cours de l'évolution, ils se sont progressivement déplacés vers le milieu aquatique. Le cachalot. Il est presque aussi grand qu'un terrain de basket et son cerveau pèse 7 kg, soit 7 fois le poids d'un cerveau humain. Le rorqual boréal. L'un des meilleurs nageurs de toutes les baleines. Le rorqual boréal peut atteindre une vitesse de 50 km/h et plonger plus profondément que la hauteur de l'Empire State Building. Chastasaurus. Bien qu'il ne reste que des os de ce monstre, les estimations des scientifiques supposent qu'il était aussi grand qu'un court de tennis ou qu'un semi-remorque. La baleine bleue, le plus grand mammifère à avoir jamais vécu sur notre planète. Son cœur à lui seul pèse autant qu'une grosse moto et ses veines sont aussi larges qu'une grande casserole. Et elles peuvent chanter aussi. La méduse à crinière de lion. La plus grande méduse au monde, elle possède un chapeau de 2 mètres de large et des tentacules aussi longs qu'un immeuble de 10 étages. Bien qu'elle ne soit pas du tout dangereuse, on peut quand même se retrouver empêtré dans ces incroyables tentacules comme dans un filet. La galère portugaise. Bien que sa tête soit très petite, comme une méduse ordinaire, ses tentacules sont aussi longs que la moitié d'un terrain de foot. Et ces créatures sont venimeuses. Elles paralysent les poissons et tout ce qui est pris dedans, même les humains. Il existe des communautés entières de petits organismes inhabituels qui vivent dans les lagons en Patagonie. Et ils sont parmi les premières formes de vie jamais existantes.
personne ne les connaissait jusqu'à ce que 2 scientifiques, Brian et Maria, aillent explorer certaines zones en Patagonie. La Patagonie occupe près de la moitié de l'Argentine, et peu de gens y vivent. Seulement quelques agriculteurs et éleveurs de moutons qui restent principalement près des rivières et cultivent des choses comme des pommes, des poires et de la luzerne. Il y a longtemps, c'était un endroit sauvage et lointain où vivaient des tribus indiennes. Par exemple, les Tehuelche. Mais cette fois, nous allons suivre les traces de formes de vie qui sont apparues bien avant les humains et regarder de plus près ces micro-organismes intéressants que Brian et Maria ont trouvés. Ces deux-là ont dû conduire pendant 9 heures sur des routes difficiles pour atteindre leur destination. Ils ont séjourné dans un petit village. Seulement 35 personnes y vivent. 6 Jane dépendent d'une seule source car il ne pleut presque jamais là-bas. Lors de la dernière nuit dans le village, Brian a réalisé que les images satellites qu'il avait prises montraient un ensemble de lagunes, qui n'étaient qu'à 16 km de distance. Le lendemain, la petite équipe a sauté dans une voiture et a remonté la route aussi loin qu'ils le pouvaient, jusqu'à ce que cela devienne trop difficile à conduire. Ils ont continué à randonner le reste du chemin. C'était difficile, car ils devaient porter de l'eau pour faire face au soleil intense. À certains endroits, ils ont fini par s'enfoncer jusqu'aux genoux dans une bouillie de sel. Là-haut, il y avait 12 lagons aux eaux parfaitement claires. Le lieu lui-même n'offrait pas grand-chose à part de l'eau très acide et salée et un soleil direct et intense. Mais c'était un peu comme un voyage dans le temps, car ces conditions ressemblaient à ce à quoi la Terre ressemblait il y a de nombreuses années. Lorsque Brian a examiné les lagunes, il a été surpris de voir de nombreux micro-organismes inhabituels là-bas. Nous les appelons, et ils sont si petits que nous ne pouvons même pas les voir sans un microscope. Mais ils se rassemblent et forment de grandes communautés. Dans le passé, de nombreuses espèces inhabituelles vivaient de cette façon, par exemple les cyanobactéries. Elles étaient importantes à leur époque parce qu'elles produisaient de l'oxygène. La Terre, à ses débuts, n'avait pas beaucoup de ce gaz dans son atmosphère. Les premières stromatolites pourraient avoir été formées par différents types de bactéries qui ne produisaient pas nécessairement d'oxygène, mais vivaient simplement leur vie paisible là-bas. Elles formèrent des couches, s'empilant les unes sur les autres, afin qu'au moins certaines d'entre elles puissent recevoir un peu de lumière solaire. Elles utilisaient du sable et des liquides collants pour rester proches les unes des autres. Brian était également incroyablement surpris car c'était dans la tête les plus grands stromatolites vivants qu'il ait jamais vus. Les stromatolites vivants poussent généralement jusqu'à plus de 1 mètre de haut. Mais ceux qui venaient d'être découverts étaient de 5 mètres de large et quelques pieds de haut, ce qui est gigantesque comparé à ceux vivant dans d'autres endroits. Et les fossiles étaient encore plus grands. Il y a longtemps, ils pouvaient devenir plus grands qu'aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres espèces qui pouvaient les manger ou leur nuire. De plus, il y a beaucoup d'autres organismes aujourd'hui qui peuvent se développer plus rapidement et de manière plus massive qu'eux et prendre leur place. C'est pourquoi les stromatolites ne peuvent survivre que dans de rares endroits où presque rien d'autre ne peut vivre. Comme dans ces lagunes très salées situées en haute altitude, plus de 3650 mètres, dans la puna de Atacama. Les stromatolites trouvés là-bas sont les plus célèbres, car ils pourraient être parmi les meilleurs exemples des premières formes de vie sur notre planète. Cependant, ils ne sont pas réellement la première forme de vie sur Terre. Les plus anciens de leurs fossiles ont 3,5 milliards d'années, alors que d'autres preuves que nous avons nous disent que la vie sur notre planète est apparue il y a environ 4,1 milliards d'années. Peut-être que certains stromatolites vivaient aussi à cette époque. Mais la Terre a beaucoup changé depuis lors, et les endroits où ils auraient pu vivre n'ont pas survécu. Tout cela peut ne pas sembler grand-chose à première vue, car personne n'a encore trouvé une bête exotique et étrange que notre monde n'a jamais vue auparavant. Mais ce sont des exemples notables de ce à quoi pourrait ressembler la recherche de vie ailleurs dans l'univers. Les scientifiques qui s'intéressent à l'étude de Mars viennent souvent dans cet endroit car il pourrait ressembler à ce à quoi la planète rouge ressemblait il y a très longtemps. Si des fossiles étaient cachés dans d'anciennes roches sur Mars, ils pourraient ressembler à ces stromatolites. Un autre pays lointain a révélé certains de ses secrets. C'est l'Antarctique avec un ancien monde perdu trouvé sous sa glace. L'Antarctique n'a pas toujours été cette terre isolée et glaciale de neige et de glace. Autrefois, elle faisait partie du supercontinent Gondwana, avec ce qui est maintenant l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Australie, la péninsule arabique et le sous-continent indien. Mais à un certain moment, elle s'est séparée et a commencé à construire une vie à part.
Elle s'est formée lorsque d'autres masses terrestres ont commencé à se déplacer, ce qui a formé sa côte. Mais l'Antarctique était également différent à bien d'autres égards à cette époque. C'était une terre recouverte de magnifiques forêts et de rivières pleines de vie. Les scientifiques ont utilisé des radars et des satellites pour explorer un monde mystérieux caché sous la glace là-bas. Cette ancienne terre, qui est proche de l'océan Indien, est aussi grande que l'État américain du Maryland ou la Belgique. Elle a plus de 14 millions d'années. Certaines études disent que cette zone s'est formée il y a plus de 34 millions d'années, bien avant que l'Antarctique ne tombe dans son grand gel. Au début, les températures y étaient plus élevées. Peut-être comme le temps en Patagonie ou les forêts pluviales tempérées froides de Tasmanie, Nouvelle-Zélande, ou peut-être même plus tropicales que cela. Mais alors que le climat devenait plus frais, de petits glaciers ont commencé à se former sur les collines près des rivières. Les vallées se sont enfoncées davantage à cause de toute cette glace qui les recouvrait. Et puis, les températures ont encore baissé. Et une énorme couche de glace a recouvert tout le continent, cachant ces anciens glaciers. Des rivières ont façonné ce monde perdu il y a longtemps, bien avant qu'il ne finisse par être recouvert de glace presque 3,2 km d'épaisseur à certains endroits. Des études scientifiques de cette région ont montré que ces paysages étaient remplis de hautes terres et de montagnes. La glace qui s'était formée sur l'Antarctique a rendu toute la région très froide, de sorte que le paysage ne pouvait plus s'éroder. Cela signifie que tout est resté essentiellement le même et intact sous la glace pendant des millions et des millions d'années. Ce qui est intéressant, c'est que nous en savons moins sur cette terre cachée sous la glace que sur la surface de Mars. Une façon de l'explorer davantage serait de forer ces calottes glaciaires pour vérifier les échantillons de sédiments en dessous. Il pourrait nous en dire plus sur la flore et la faune ancienne congelées en dessous. Ce n'est pas une nouvelle méthode. Une méthode similaire a été utilisée pour collecter des échantillons de 2 millions d'années au Groenland. L'Australie a aussi son monde secret. Des organismes anciens ont été trouvés cachés dans des roches provenant du nord du continent et datant d'environ 1,6 milliard d'années. Ces choses microscopiques font partie d'une famille appelée eucaryotes. Les membres de cette famille qui existent aujourd'hui comprennent les plantes, les champignons, les animaux et même ces minuscules organismes à une seule cellule, tels que les amibes. Tous les êtres vivants avec des noyaux dans leurs cellules, y compris nous, peuvent retracer leur arbre généalogique jusqu'à l'un des plus anciens membres de cette famille. Celui-ci est appelé le dernier ancêtre commun eucaryote, et il a vécu il y a plus d'1,2 milliard d'années. Ces organismes anciens étaient plus complexes et plus grands que les bactéries. Peut-être étaient-ils les premiers prédateurs sur Terre, chassant les bactéries. Bon, soyons réalistes. Nous, les humains, nous sommes plutôt ordinaires. Nous ne sommes pas des super-héros dotés de super-pouvoirs, n'est-ce pas? Quoi? Vous n'étiez pas au courant? Le monde animal, quant à lui, possède un tas de super-héros. Certaines créatures va-et-vont éternellement, d'autres semblent se moquer des lois de la gravité. D'autres encore sont immunisés contre le venin, et d'autres enfin peuvent courir sur l'eau. Certains d'entre eux vous donneront des frissons. Le premier super-pouvoir de la liste est la capacité à vivre sans eau. Les rats kangourous peuvent se passer d'eau pendant des années. En fait, cela ne les dérange pas de vivre sans eau. Les humains, en revanche, ne peuvent survivre que 3 jours sans eau. Humains, 0, rats, kangourous, 1. Ces petits animaux vivent dans des zones désertiques extrêmement arides et doivent puiser l'eau dans les graines et les plantes qu'ils mangent. Bien que cela puisse paraître un peu inquiétant, les rats kangourous savent aussi extraire l'eau de leur urine avant d'aller aux toilettes. Ainsi, ils ne perdent pas une seule goutte de cette précieuse humidité. Cela pourrait s'avérer utile lors d'événements sportifs. Laissez-moi maintenant vous présenter le Peter Parker du monde animal. Tout à fait. On dirait que Spider-Man est bien réel, mais qu'il n'est pas humain. Voici un lézard gecko, ou plus simplement un gecko. Cette créature a la merveilleuse capacité de grimper sur toutes sortes de surfaces verticales et peut même se promener au plafond. Cet exploit qui défie les lois de la gravité est possible grâce au coussinet plantaire unique du lézard, recouvert de minuscules poils. Ils peuvent s'accrocher à presque toutes les surfaces, qu'elles soient lisses, dures, rugueuses ou molles. Un autre fait amusant à propos de ces lézards est qu'ils n'ont pas de paupières. Ils gardent donc toujours un œil grand ouvert sur ce qui se passe autour d'eux. Si tu te demandes comment ils font pour protéger leurs yeux, voici la réponse. Leurs yeux sont recouverts d'une membrane transparente, la cornée. Bien sûr, ils ne peuvent pas fermer les yeux, et s'ils ont quelque chose dans l'œil,
Ils le lèchent tout simplement, c'est vrai. Ils nettoient leurs globes oculaires en les léchant. On peut imaginer qu'il s'agit d'un autre super pouvoir. Des super pouvoirs supersoniques? Oui, bien sûr. Une crevette subtropicale d'environ 2,5 cm désoriente sa proie avec une onde de choc. Malgré sa taille modeste, la crevette pistolet est l'un des animaux marins les plus bruyants. Lorsque la crevette fait claquer ses pinces, elle crée un bruit aussi fort qu'un boom sonique. Naturellement, ce son étourdit la proie, et la crevette peut l'attraper sans trop d'efforts. Dans le monde de la bande dessinée, il y a Venom. Dans le monde animal, il y a un type que l'on peut appeler anti-Venom. Les opossums sont connus pour leur astuce bien pratique, qui consiste à faire semblant d'être décédés lorsqu'un prédateur les attaque. Mais ce n'est pas tout. Ces animaux sont également immunisés contre le venin de serpents à sonnette et de vipères péliades. Le secret réside dans un peptide qui aide les opossums à neutraliser les substances chimiques dangereuses. C'est la raison pour laquelle les serpents sont une des friandises préférées du régime alimentaire des opossums. Leur alimentation se compose par ailleurs d'un élément curieux, les tiques. Un opossum peut attraper environ 5000 tiques par saison, et la plupart d'entre elles sont prélevées sur son propre corps. Imaginez un poisson si célèbre qu'on l'appelle un poisson dangereux. Il s'agit du mbenga, qui se traduit littéralement par poisson dangereux en swahili. Ce monstre vit en eau douce et ne rechigne pas à manger un crocodile. Pas un crocodile entier, mais le mbenga peut aisément en prendre une bouchée. Enfin, pour être honnête, les mbengas ont peur des crocodiles, tout comme les crocodiles ont peur des mbengas. Vous regardez cette vidéo à l'aide d'un P pareil, n'est-ce pas? Eh bien, tous les gadgets que nous possédons, nous les devons d'une certaine manière aux anguilles électriques. Tous les gadgets ont des batteries, et les anguilles ont beaucoup contribué à l'invention d'une batterie électrique en 1800. Je sais, les batteries ont changé de manière méconnaissable depuis lors, mais tout de même, la première batterie électrique a été inventée grâce aux anguilles électriques. Quoi qu'il en soit, si vous en voyez une et que vous voulez la remercier pour sa magnifique invention, évitez de le faire. Le problème, c'est qu'elles peuvent délivrer des chocs allant jusqu'à 860 volts. Vous ne voulez pas en faire l'expérience. Parlons maintenant du conte Dracula du règne animal. Non, je ne parle pas des chauves-souris. Je parle du poisson vampire à crocs. Ces poissons sont connus sous le nom de payara et ont 2 longs crocs qui dépassent de leur mâchoire inférieure. C'est pourquoi certaines personnes les associent aux vampires. Les hippopotames sont les gourous de la beauté puisqu'ils savent comment économiser une fortune sur les soins de la peau. Vivant sous le dur soleil africain, ces animaux sécrètent une substance huileuse rouge ressemblant à de la sueur qui s'évapore et garde le corps des animaux au frais. De plus, ce liquide sert à la fois de crème hydratante, d'écran solaire et d'antibiotiques, mais elles ne sont pas les seules à disposer d'un tel super pouvoir. Les crevettes mantes savent, elles aussi, produire un écran solaire naturel, mais elles l'utilisent pour protéger leurs yeux. Il s'agit de pigments d'acides aminés, et ces pigments agissent comme des filtres spéciaux qui contribuent également à la netteté de leur vision. C'est ce que j'appelle être multitâche. Les suricates ont des taches sombres autour des yeux, ce qui les rend encore plus mignons. Mais ces cercles noirs ne sont pas là uniquement pour rendre nos amis encore plus adorables. Ils font également office de lunettes de soleil intégrées. La fourrure foncée des taches bloque le soleil brûlant, ce qui permet aux suricates de regarder directement le ciel. De plus, grâce à cela, la sentinelle, un suricate qui surveille les oiseaux et autres prédateurs, peut facilement voir venir le danger et alerter ses compagnons. Les chèvres sauvages sont célèbres pour leur talent d'escalade, mais c'est le bouquetin des Alpes, dans le nord de l'Italie, qui est le champion. Cet animal peut escalader presque toutes les surfaces verticales, défiant ainsi plusieurs lois de la physique. Il est intéressant de noter que les animaux qui marchent sur les parois des falaises les plus abruptes sont généralement des chèvres mères, accompagnées de leurs petits. Les grands mâles préfèrent garder leur distance et utiliser des surfaces horizontales planes. Ils sont malins. Les saumons sont d'habiles navigateurs qui pourraient en faire rougir de honte la plupart des conducteurs. Cependant, cette compétition ne serait pas équitable. Après tout, les saumons peuvent sentir le champ magnétique de la planète et s'en servir pour s'orienter s'ils se perdent. Si vous avez du mal à vous orienter en ville, un saumon pourrait vous aider. N'oubliez pas d'attacher l'aquarium.
Certains animaux se protègent avec du venin ou de vilaines morsures, tandis que d'autres utilisent des astuces chimiques pour se protéger. Écoutez ceci. Certaines espèces de mille-pattes produisent du cyanure d'hydrogène et l'exsudent lorsqu'ils se sentent menacés. Le cyanure d'hydrogène est inodore, mais très toxique. Un seul petit mille-pattes ne peut pas vous blesser gravement, mais vous risquez d'avoir des brûlures, voire des cloques si votre peau est sensible. De plus, pour rendre le tableau encore plus effrayant, certains mille-pattes brillent dans le noir. Alors faites attention. Et si vous voyez un point lumineux rampant la nuit, sauvez-vous aussi vite que possible. Lorsque le Bombyx se sent menacé, il pulvérise un liquide brûlant à partir de l'extrémité de son abdomen en émettant un bruit sec. Dès que le lépidoptère sent un danger, une réaction chimique se déclenche dans des réservoirs spéciaux situés dans son abdomen. La chaleur dégagée par ce processus atteint presque le point d'ébullition et produit également un gaz spécial qui déclenche l'éjection. Cette super protection est généralement fatale pour les insectes attaquants. J'imagine. Les lézards Jésus-Christ ont l'étrange capacité de courir sur l'eau. Tout d'abord, leurs pattes arrière sont équipées de longs orteils dont les franges de peau peuvent s'étaler sur l'eau. Ainsi, une plus grande surface du pied du lézard est en contact avec l'eau. Ensuite, lorsqu'il court sur l'eau, ses pattes bouent à une vitesse incroyable. Cela crée de petites poches d'air qui empêchent l'animal de se noyer en le maintenant à la surface. Les puces ne sont pas toujours très intéressantes, mais cela ne les rend pas moins étonnantes. Ces minuscules bestioles peuvent sauter environ 50 fois la longueur de leur corps. Si les gens pouvaient en faire autant, nous serions capables de sauter approximativement à 1,5 km dans les airs. Eh bien, essayons. Le plus curieux dans l'étonnante capacité des puces, c'est qu'elles tirent la plus grande partie de la puissance de leur saut de leurs orteils, et non de leurs genoux. Quel est votre super pouvoir animal préféré? Je vote pour le rat kangourou. Je n'aime pas faire la queue pour aller aux toilettes. Le ciel vire soudainement à l'orange. En levant les yeux, tu ne vois que des millions de papillons. Tu as eu la chance d'assister à un spectacle naturel sans nul autre pareil. La migration annuelle des papillons monarques. Chaque automne, lorsque les jours raccourcissent et que les températures baissent dans le nord-est des États-Unis et au Canada, ces magnifiques créatures quittent leurs aires de reproduction estivale. Elles parcourent jusqu'à 5000 km jusqu'au Mexique et n'en reviennent jamais. Leur terrain d'hivernage idéal se niche dans les montagnes. Des millions de papillons monarques y vivent en sécurité dans l'épais branchage des pins oyamel. Une fois l'hiver terminé, il est temps pour eux de remonter vers le nord. Ils font d'abord une halte aux abords du Texas pour s'accoupler et pondre leurs œufs sur des plants d'asclépiades. Quelques jours plus tard, ces œufs se transforment en chenilles, qui se nourrissent de la plante jusqu'à ce qu'elles se transforment en papillons adultes. C'est ensuite à leur tour de poursuivre leur voyage vers le nord, à la recherche d'un nouveau lieu de reproduction. Ainsi, les générations se succèdent au cours de leur périple, et il peut en falloir jusqu'à 5 pour atteindre la destination finale du Canada. C'est un véritable mystère de la nature que ces papillons voyageant vers le sud puissent vivre jusqu'à 8 mois au gré des courants aériens, lorsque la même espèce au retour ne complète son cycle de vie qu'en 5 à 7 semaines. Les scientifiques ne savent toujours pas pourquoi les monarques migrent, ni comment ils font pour se repérer. Tout cela pourrait être lié à la floraison des asclépiades, leur principale source de nourriture. Et les papillons se déplacent probablement en fonction de la position du soleil. Les baleines à bosse sont de véritables championnes en matière de migration et de gigantisme au sein des mammifères. Elles parcourent jusqu'à 8000 km à la poursuite de leur repas. En été, elles se déplacent vers les pôles, dans des eaux plus froides, où le krill et les petits poissons abondent. En hiver, elles se dirigent vers le sud, vers les eaux tropicales de l'équateur. Les baleines migrent également pour s'accoupler. Elles ont des territoires spécifiques où elles se rassemblent dans ce but. Pendant la saison de reproduction hivernale, il est possible d'entendre les baleines à bosse mâle chanter, probablement pour attirer les femelles ou signaler leur territoire. Ils produisent une longue série d'appels et peuvent répéter le même chant pendant plusieurs heures durant. Lorsqu'un nouveau chant se fait entendre, tous les chanteurs qui migrent aux alentours reprennent la nouvelle mélodie. Il est étonnant de voir comment ils y parviennent alors que la distance entre les groupes peut être de plus de 5000 km.
Les tortues de mer migrent pour des raisons plus sentimentales. Depuis des centaines de millions d'années, ces mignonnes petites bêtes retournent à l'endroit exact où elles sont nées pour y pondre leurs œufs. Elles peuvent parcourir plusieurs milliers de kilomètres, surtout lorsque la saison change et que les eaux atteignent une température plus confortable. Cela peut leur prendre des années, car certaines d'entre elles traversent l'océan Pacifique de l'Indonésie jusqu'à la côte ouest des États-Unis et du Canada, ce qui représente un total de 6000 km. Mais comment retrouver l'endroit exact dont elles ont besoin si leurs parents ne leur en ont jamais laissé les coordonnées GPS? Des scientifiques ont découvert qu'elles se repéraient en utilisant les lignes invisibles du champ magnétique terrestre. Il s'avère que chaque partie du littoral présente des caractéristiques magnétiques uniques. Les tortues s'en souviennent et se déplacent ainsi à l'aide de leur boussole interne. Le champ magnétique change lentement mais sûrement, et les tortues doivent donc déplacer leur site de nidification en conséquence. Les saumons naissent dans les cours d'eau douce et rejoignent l'océan à l'âge juvénile. Le saumon de l'Atlantique est brun et tacheté lorsqu'il parcourt des centaines de kilomètres en eau douce, puis prend une teinte argentée dans l'océan, où il parcourt plus de 1000 kilomètres. Les saumons adultes restent dans l'océan pendant 1 à 5 ans, se nourrissant principalement de zooplancton. Il est ensuite temps pour eux de retourner en eau douce pour frayer. Sur le chemin du retour vers leur zone de reproduction, il leur faut remonter des centaines de mètres de dénivelé à contre-courant dans les torrents de montagne. Ce voyage difficile s'appelle la migration du saumon. Ils entreprennent cette remontée parce qu'ils savent que le cours d'eau vers lequel ils se dirigent sera propice à la ponte et qu'ils y croiseront les bonnes espèces avec lesquelles s'accoupler. Les jeunes saumons se souviennent de l'odeur de leur cours d'eau d'origine et notent probablement même les différents points du trajet vers l'océan pour le retrouver. Tout comme les tortues de mer, ils utilisent le champ magnétique terrestre comme boussole pour leur déplacement. Le saumon du Pacifique et la plupart des saumons mâles de l'Atlantique ne vivent que quelques semaines après le frai, et quelques saumons femelles de l'Atlantique survivent et migrent à nouveau vers l'océan. Les caribous, plus connus sous le nom de rennes, sont les champions de la distance de migration parmi les mammifères terrestres. Chaque printemps, ils parcourent une étendue d'environ 650 km en Alaska, de leur garde-manger hivernal à leur aire d'alimentation estivale. Les individus parcourent jusqu'à 5000 km, mais la migration des troupeaux est bien plus spectaculaire. Le plus grand, le troupeau de l'Arctique de l'Ouest, compte pas moins de 2000-6000 membres, et son territoire de migration couvre une superficie supérieure à celle de la Californie. Les scientifiques posent des colliers émetteurs sur certains membres du troupeau et prennent des milliers de photos afin de les dénombrer. Ce recensement est organisé tous les 3 ans, par temps clair, afin de voir si les chiffres de leur population augmentent ou diminuent et de suivre leur schéma de migration. Les caribous s'infligent toutes ces difficultés migratoires afin d'élever leurs nouveau-nés en toute sécurité. Ils atteignent ainsi des zones reculées où les aigles royaux, les loups et autres grizzlies n'importuneront pas les jeunes pendant leurs premières semaines, qui sont les plus vulnérables. Une autre bonne raison de prendre la route vers le nord est de se protéger des moustiques, qui seraient un véritable fléau pendant les mois les plus chauds. De plus, les rennes se procurent dans des aliments frais et de saison dans les régions où ils séjournent. Leur migration contribue à fertiliser les terres qu'ils traversent. Ce qui signifie que la toundra devrait les remercier de régénérer et de protéger ces étendues. Les gnous sont apparentés aux antilopes et aux gazelles. Ils passent la majeure partie de leur vie dans les plaines du Serengeti, au sud-est de l'Afrique, où ils paissent dans les savanes touffues. Chaque année, à la fin de la saison des pluies, normalement en mai ou juin, des millions de gnous se dirigent vers le nord-ouest à la recherche de pâturages plus verts, puis reviennent. Cette migration est si spectaculaire qu'elle est considérée comme l'une des 7 merveilles du monde naturel. Malheureusement, tous les gnous n'atteignent pas leur destination finale car ils doivent traverser des rivières remplies de crocodiles et se jouer des lions affamés et d'autres prédateurs. Si l'on observe les itinéraires de migration des libellules, on peut affirmer qu'elles sont de véritables globe-trotteuses. Les scientifiques ont découvert une de ces routes, qui s'étend de l'Inde aux Maldives, puis aux Seychelles, au Mozambique et à l'Ouganda et en chemin inverse, sur une distance d'au moins 14 000 km. Il s'agit de la plus longue migration d'insectes connue à ce jour. Il semble qu'elles entreprennent cette épopée lorsque les températures atteignent un certain seuil et que les jours commencent à s'allonger. Elles suivent alors les pluies qui commencent pendant la saison des moussons en Inde et arrivent pendant la saison des pluies en Afrique de l'Est et du Sud.
Un seul de ces fragiles insectes ne peut affronter tout le voyage. Il s'agit donc d'une sorte de course de relais qui comprend 4 générations de libellules. Chaque génération joue son rôle dans le périple. Les chercheurs ne peuvent pas installer de traceurs radio sur les libellules, comme ils le font avec d'autres animaux, car les insectes sont trop petits. Pour reconstituer le puzzle de leur route migratoire, ils ont donc analysé 21 années de données fournies par des amateurs bénévoles, ainsi que des échantillons d'ailes provenant de musées. Chacun de ces échantillons portait un code chimique qui permettait de déterminer approximativement la provenance de l'insecte. Ces données ont aidé les scientifiques à comprendre la distance parcourue par tel ou tel insecte à l'âge adulte. On sait que les éléphants traversent l'Afrique depuis des siècles. Ils se fient à la mémoire du chef de leur troupeau pour se souvenir de ces périlleux itinéraires migratoires. Ce grand chef des éléphants guide tous les autres vers des sources d'eau et de nourriture lorsque les saisons changent. Les éléphants migrent également pour éviter les dangers, qui sont le plus souvent représentés par l'homme. Les éléphants ont développé leur propre méthode de communication pour transmettre des informations sur un éventuel danger. Ils utilisent des sécrétions chimiques, des vibrations, des gestes et le toucher. Récemment, de nombreux pays d'Afrique ont restauré certaines des plus anciennes voies de migration des éléphants. Ces animaux à grandes oreilles évitent généralement les zones dangereuses pendant des générations, mais dès qu'ils savent que la route est sûre, ils l'empruntent à nouveau.